Bienvenue dans cet épisode d'éclairage. Aujourd'hui, nous accueillons Dinesh Ramtin. C'est un spécialiste des enjeux liés au changement climatique et à la transition énergétique. Notre invité met aujourd'hui son expertise au service des grandes transformations de notre époque. Il accompagne et conseille aussi bien les gouvernements que les organisations internationales en apportant une vision à la fois scientifique, stratégique et inclusive. Son travail s'inscrit au cœur d'un défi majeur, construire des politiques plus durables tout en veillant à ne laisser personne de côté dans cette transition essentielle. Dinesh Ramtin, merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous avez fait une étude sur le financement de la transition énergétique afin que les personnes les plus vulnérables ne restent pas exclues dans cette transition. D'abord, qui sont les plus vulnérables et comment sont-ils affectés par la transition énergétique? Premièrement, merci Richie pour cette invitation. Je suis ravi d'être là. Richie, les plus vulnérables, en fait, on les connaît. Les plus vulnérables sont d'abord les ménages à faible revenu, les parents qui élèvent seuls leurs enfants, les personnes âgées qui vivent seules, les grandes familles, 5+, les travailleurs étrangers, les locataires de logements mal isolés et les ménages ruraux et côtiers. Il faut aussi préciser que de plus en plus de personnes deviennent vulnérables. C'est ceux qui risquent de basculer dans la précarité en raison de la hausse des prix, donc du coût de la vie, de mauvaises conditions de logement et de chocs liés au changement climatique. Ceci concerne spécifiquement les jeunes. Donc c'est un nouveau phénomène. Ce sont eux qui encaissent le plus avec le moins de marge pour s'adapter. Ma thèse, HEC Paris, l'a montré très clairement dans le cas français. Et pendant longtemps, l'Union européenne a traité la précarité énergétique comme un simple problème de revenus, au lieu d'en faire une vraie question de politique sociale. C'est ce biais pourquoi des dispositifs existants ratent souvent ceux qui en ont le plus besoin. Et si la transition est mal pensée, elle aggrave l'injustice. Ceux qui ont les moyens avancent, les autres restent bloqués. C'est la transition à deux vitesses. À Maurice, le parallèle est direct. Ces ménages et communautés subissent les chocs climatiques avec le moins de ressources. Et comme l'île importe l'essentiel de son alimentation, quand le climat dérègle les saisons, la pêche et les chaînes mondiales, c'est la nourriture des Mauriciens qui est en jeu. Ma soumission à Vision 2050 l'identifie clairement. Le climat aggrave aussi deux grands risques sanitaires. Le diabète, qui touche déjà 20% de la population d'Inta-Maurice, et les maladies cardiovasculaires. Hmm. Alors justement, vous avez parlé d'une transition énergétique mal gérée. Donc, est-ce que la transition énergétique risque d'aggraver certaines inégalités si elle est mal gérée? Oui, très clairement. C'est une question que j'ai étudiée en profondeur et le risque a un nom. C'est une fracture de la transition. D'un côté, les ménages aisés investissent dans le solaire, l'isolation, les véhicules électriques. Donc ils gagnent sur deux tableaux, économie d'énergie et aides publiques. De l'autre, les ménages précaires n'ont ni l'apport initial, ni l'accès au dispositif. Et leur facture, elle, continue de monter. Le cas français le montre bien, et la leçon vaut pour Maurice. Même quand l'État couvre 90% d'une rénovation, les 10% restent
restants suffisent à bloquer une famille précaire. Résultat, en France, seuls 8,1% des logements sociaux ont été rénovés. Ce n'est pas un problème technique, c'est un problème de politique sociale et de coordination. À Maurice, la leçon est exactement la même. Si la transition n'est pas pensée pour inclure, elle exclut. Il faut donc des outils financiers qui sont adaptés, des modèles d'autoconsommation collective et surtout des programmes simples et accessibles. Sinon, la transition énergétique deviendra un moteur d'inégalité. Alors, quel rôle doit jouer le gouvernement pour éviter une, disons, transition à deux vitesses? Le gouvernement a trois facettes. Le premier rôle de l'État, c'est de simplifier. Mes entretiens avec les maires, les associations et les bailleurs sociaux le montrent. La complexité administrative exclut d'abord les plus vulnérables. Ils n'ont pas le temps. Ils sont en survie. Quand les règles changent sans cesse, ce sont ceux qui décrochent en premier. Ils ont besoin de clarté, pas de paperasse. Le deuxième, c'est cibler. L'État doit arrêter de traiter la transition comme un simple problème de revenus et de la traiter, comme j'ai dit avant, comme une vraie politique sociale. Il faut repérer les ménages en précarité avant la rupture, via les assistants sociaux, via les bases de données, puis les accompagner vraiment. Pas un formulaire, un accompagnement. Le troisième, c'est mobiliser le privé. Les budgets publics ne suffiront pas et ne suffiront jamais. Il faut que les outils financiers, comme les social bonds, le microfinancement, le financement mixte, les partenariats publics-privés, tout cela peut financer ce que l'État ne peut pas. Le rôle du gouvernement, donc, c'est de créer la confiance qui attire ce capital vers les projets à fort impact social. C'est exactement la logique que je propose pour Maurice. Combiner finances publiques, finances privées et instruments financiers qui sont innovants pour que la transition atteigne aussi les plus vulnérables, pas seulement ceux qui peuvent déjà se la payer. Alors justement, aujourd'hui, la transition énergétique n'est pas un projet, mais cela se passe bien actuellement. Et pourquoi il y a cette demande d'accélération vers le renouvelable? C'est très vrai, la transition avance, mais elle avance beaucoup trop lentement face à ce que la planète, elle, est en train de subir. D'abord, il y a une dimension que j'appelle la résilience géopolitique. C'est une question de souveraineté, car l'adaptation est souveraine par nature. À Maurice, par exemple, l'eau fossile, c'est une dépendance qui est importée. Exposée aux chocs pétroliers, aux chaînes d'approvisionnement, aux sanctions, aux ruptures, aux frais maritimes et aux tensions géopolitiques. Mais un réseau solaire éolien domestique n'est pas exposé à ça. Pour un CIDS, dans les petits États insulaires, comme Maurice, l'autonomie énergétique n'est pas un luxe, c'est une stratégie de survie. Ensuite, parce que c'est plus juste, le fossile frappe d'abord les ménages des modestes parce que ça coûte de plus en plus cher. Le renouvelable, décentralisé, autoconsommation, micro-réseaux, solaire, éolienne partagée, peut au contraire alléger leurs factures et renforcer l'équité. Et puis, parce que c'est moins cher. Le coût du renouvelable a chuté, et les batteries aussi. Donc ça suit le cours. Et c'est bien, et dans bien de ces cas, le renouvelable coûte déjà moins que le fossile. Investir maintenant, c'est stabiliser la facture et renforcer la résilience économique.
il y a aussi un bénéfice qui est immédiat, c'est la santé. Moins d'énergie fossile, c'est moins de particules fines, un air plus propre, moins de crises d'asthme et moins d'hospitalisation. Ce gain, on le ressent tout de suite. Enfin, parce que chaque année perdue coûte plus cher à Richie. 7 des 9 limites planétaires sont déjà franchies. Selon les rapports, un réchauffement non maîtrisé pourrait retrancher 15% du PIB mondial d'ici 2050. C'est énorme, c'est catastrophique. Et à Maurice, la World Bank alerte déjà sur une baisse possible du PIB pouvant atteindre 4% d'ici 2050 pour Maurice. Donc, il faut agir, il ne faut pas tarder. Voilà pourquoi il faut accélérer, pour la souveraineté, pour la justice, pour le pouvoir d'achat, pour la santé des Mauriciens, et parce que le temps, lui, ne nous attend pas. Alors la transition, cette transition énergétique, donc, comme vous dites, devient urgente, mais qu'en est-il du changement climatique? Qui sont les plus menacés? Les plus menacés, ce ne sera pas une surprise. Les plus menacés sont les pays insulaires, SIDS, comme Maurice. Les communautés côtières, les populations rurales, et souvent les femmes qui gèrent l'eau, la nourriture et les ressources du foyer. À Maurice, les chiffres parlent eux-mêmes. Selon les Nations Unies, les ménages dirigés par les femmes perdent 8% de revenus lors de vagues de chaleur et 3% de plus lors d'inondations. Alors qu'elles gagnent déjà près de 20% de moins qu'un homme. Et le ratio de dépendance des personnes âgées, maintenant presque à 19%, va doubler en 30 ans. Ces vulnérabilités se cumulent et appellent pour des politiques ciblées. Et ce n'est pas qu'un ressenti. Selon une étude, 86% des Mauriciens disent que le changement climatique complique leur vie. Et 2/3 que les inondations s'aggravent. Donc, les Mauriciens le voient, le vivent. Derrière cela, il y a aussi l'AMOC, AMOC. En grand courant océanique, aujourd'hui, à son niveau le plus faible depuis plus de 1000 ans. Son affaiblissement retient davantage de chaleur dans l'océan Indien, dérègle les pluies, aggrave les cyclones, montée des eaux et sécheresse et affecte la pêche et les communautés. Et puis, il y a la biodiversité. Quand un récif meurt, ce n'est pas seulement un paysage ou une carte postale qui disparaît. C'est une protection naturelle, une économie de subsistance et un patrimoine vivant qui s'effondre. Sans adaptation, les pertes des SIDS pourraient atteindre 476 milliards de dollars d'ici 2050. Mais c'est énorme. Mais aujourd'hui, où positionne Maurice dans la réponse mondiale au changement climatique? Richie, Maurice incarne l'injustice climatique. Le pays émet très peu, mais subit de plein fouet les impacts. C'est précisément pourquoi l'adaptation est urgente. Notre biodiversité n'est pas un luxe, c'est la base de notre économie. 150 km de récifs, 243 km² de lagons, plus de 1650 espèces marines et une flore endémique, dont 89% sont menacés. Maurice est classé parmi les pays les plus affectés d'Afrique comme l'un des points chauds de la biodiversité menacée, à côté de Madagascar et du Lesotho. Perdre ces écosystèmes, c'est fragiliser le tourisme,
la pêche, la protection côtière et notre souveraineté économique. Et évidemment, un énorme impact social. Mais les engagements existent. Notre NDC, c'est National Determined Contribution, c'est-à-dire les plans climatiques nationaux que chaque pays soumet à l'ONU, dans le cadre de l'accord de Paris, prévoit 5,7 milliards de dollars d'investissement jusqu'à 2035. Mais moins de 1% a été mobilisé. C'est énorme. Tout l'enjeu donc, est là. Transformer l'ambition en action et attirer le capital privé qui est nécessaire. La World Bank confirme l'urgence, comme je l'ai dit. Sans réforme rapide, les impacts climatiques pourraient réduire notre PIB. Elle pointe aussi les priorités. Protection côtière, sécurité alimentaire, eau et infrastructures résilientes. Maurice peut pourtant passer du statut de victime à celui d'acteur. Avec sa stabilité politique, son secteur financier et sa diaspora et ses compétences, le pays a les atouts pour devenir un laboratoire vivant de l'adaptation climatique pour les SIDS. Alors, vous venez de dire que les petits États insulaires sont les plus menacés. Est-ce que ces pays ont une voix suffisamment forte dans les débats internationaux? Je vais être direct. Non. Et c'est à la fois une question de ressources et de règles du jeu. Les SIDS représentent moins de 1% des émissions globales, mais ne reçoivent que moins de 2% des fonds climatiques. Il y a un obstacle structurel que j'appelle le paradoxe de la classification. Des SIDS à revenus intermédiaires supérieurs qui sont exclus des financements les plus concessionnels, malgré leur exposition extrême. Trop riches pour les aides, trop petits pour peser sur les marchés. La bonne nouvelle, cependant, c'est que cette logique bouge. L'ONU a adopté l'index de vulnérabilité, qui reconnaît que l'éligibilité doit refléter le risque, pas seulement le PIB. Et des modèles existent. Nos voisins, les Seychelles, avec leur Blue Bond souverain, le Belize, voisin un peu plus lointain, mais avec sa conversion de dette pour la conservation marine. Ces modèles sont directement réplicables pour Maurice, grâce à notre zone d'exploitation maritime de 2,3 millions de mètres carrés. De plus, les SIDS ont prouvé qu'ils pouvaient s'affirmer en mettant sur l'agenda les pertes et dommages à la COP27. Mais pour aller encore plus loin, il faut produire les données, construire les projets bancables et parler d'une seule voix. D'ailleurs, c'est là que Maurice peut jouer un rôle de pionnier régional. Alors, on parle de développement durable et vous conseillez aussi le gouvernement mauricien sur ce qu'on appelle le Digital Sustainability. Expliquez-nous ce concept. La Digital Sustainability ou la durabilité numérique, c'est l'idée que le développement technologique d'un pays doit être conçu dès le départ pour être inclusif et respectueux des limites planétaires. C'est la base. Ce n'est pas de l'écologie appliquée au numérique. C'est une stratégie de développement souverain. Pour Maurice, je travaille sur 4 dimensions. 1. L'inclusion numérique. Le programme auquel je contribue, le National Circular ICT Program, et son dispositif opérationnel, le Digital Seeds Initiative, qui vise les élèves et foyers vulnérables. 2. La circularité. On collecte, on reconditionne, on réaffecte les équipements.
Le programme évitera potentiellement 500 tonnes de déchets électroniques par an d'ici 2035. Des indicateurs qui sont alignés avec notre NDC, donc éligibles au financement climatique. 3. Les émissions qui sont évitées. Par exemple, chaque PC reconditionné évite en moyenne 300 kg de CO2. Donc, pour 15 000 appareils redistribués, c'est 1900 tonnes de CO2 évitées par an. C'est des crédits carbone potentiels. 4. L'intelligence au service de l'adaptation. Quand les données locales sont combinées avec l'IA, elles deviennent prédictives. Il faut les bonnes données. Et ces données, c'est pour des alertes climatiques, les dégradations des récifs, la tarification du risque. Maurice peut devenir un exportateur de solutions pour l'océan Indien, pas seulement un importateur de technologies. Alors, est-ce que le numérique, est-ce qu'il peut, disons, aider à rendre la transition énergétique un peu plus accessible et plus équitable? Absolument, Richie. Et c'est un levier encore sous-exploité. Le numérique peut agir à 3 niveaux. Le premier, l'accès inclusif à l'information. Des plateformes simples peuvent expliquer les aides, guider les démarches pour que les ménages précaires ne soient plus bloqués par la bureaucratie. À Maurice, avec la forte pénétration du portable, c'est faisable. Mais il faut plusieurs canaux de communication. Mobile, radio communautaire, relais de quartier, et en différentes langues, et pour les malentendants, c'était aveugle, pour n'oublier personne. 2, des systèmes plus intelligents. Compteurs intelligents, réseaux décentralisés, micro-réseaux solaires ou éoliens, donc l'hydro aussi, pour les communautés rurales et côtières. C'est plus d'autonomie, plus de résilience et moins de dépendance du réseau, surtout en cas de cyclone. C'est dans le sens de l'autoconsommation collective. 3, mesurer l'impact. Aujourd'hui, on lance des politiques sans toujours savoir si elles atteignent les plus vulnérables. Ce n'est pas efficace. Le numérique permet enfin de le voir en temps réel, par âge, par genre, par région. Et cette preuve, c'est aussi ce qui permet de débloquer un financement climatique mieux ciblé. Mais concrètement, est-ce qu'il existe des exemples de solutions qui pourraient être déployées rapidement? Oui, absolument. Et c'est essentiel, tu as de le dire. Il existe déjà des solutions simples, rapides et utiles pour Maurice. 1, les Early Warning Systems. Chaque dollar investi évite 3 à 16 dollars de dégâts. Le NDC prévoit 12 stations côtières d'ici 2027. L'enjeu n'est pas seulement de prévoir la pluie, mais aussi son impact. Quels districts seront inondés et combien de ménages seront touchés. 2, dans les mangroves et récifs. Un récif sain absorbe jusqu'à 97% de l'énergie des vagues. Or, à Maurice, on parle de blanchissement de coraux à 75%. Restaurer 31 km de récifs n'est pas un luxe vert, c'est une protection nationale finançable par les Blue Bonds. Et finalement, 3, forêts et zones humides. Maurice, vous savez, a déjà perdu 90% de ses zones humides, surtout au nord, et 17% de sa forêt. Restaurer coûte bien moins cher que réparer les dégâts. Et 4, le reconditionnement numérique. Le Digital Seed Initiative récupère des appareils, les remet à neuf dans les universités, puis les redistribue
auprès des familles vulnérables. C'est un triple gain. Compétences, emploi vert et inclusion numérique, avec moins de déchets électroniques. Certaines de ces solutions sont déjà en place. Il faut maintenant accélérer. Alors, vous avez proposé des solutions, vous avez parlé bien sûr des projets qu'on peut mettre en place, mais avant de vous quitter, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que la prochaine génération sera mieux préparée que la nôtre? Je veux le croire, Régis, mais à une condition, qu'on leur donne les bons outils, maintenant. Leur force, ils n'ont pas d'anciens réflexes à déconstruire. Ils ont grandi avec la crise comme réalité, pas comme hypothèse. Ce qu'il vaut, une culture climatique dès l'école, des modèles d'avenir crédibles, bleu, vert, circulaire, numérique, et des institutions qui écoutent. Mon objectif, des équipes locales de réduction de risques dans 100% des villages d'ici 2035. Mais attention, on ne peut pas tout miser sur la prochaine génération. Il faut aussi transmettre le savoir-faire des anciens. Les pêcheurs qui lisent la mer, les aînés qui se souviennent des inondations et des pratiques qui sont adaptées. Si on perd ce savoir, ni l'IA, ni les satellites ne la recréeront pas. Le changement climatique ne détruit pas seulement les infrastructures. Il efface les lieux et les communautés. Les jardins coralliens, les oiseaux endémiques, les forêts de montagne qui ont inspiré Malcolm Stade de Chazal et Robert Edward Hart, tout cela fait l'identité mauricienne. Réussir la transition, c'est aussi préserver la culture, la langue et l'âme de Maurice. Ce que j'espère, c'est que dans 25 ans, la génération suivante puisse dire « Ils ont compris, à temps, ils ont agi ». Pour Maurice, pour les CID et pour ceux qui n'ont pas le luxe d'attendre. C'est cette conviction, en fait, qui me porte. Et pour finir, dans les mots de l'écologiste américain Paul Hawken, je vais la lire, « Ce qu'il faut pour inverser le réchauffement climatique, c'est une personne après l'autre qui se souvient de qui nous sommes vraiment. » Merci Dinesh Ramdin d'avoir éclairé nos téléspectateurs avec plusieurs solutions à court terme, à long terme et pour que le long terme, ça soit plus durable. Et chers téléspectateurs, merci de nous rester fidèles. Je vous retrouverai pour un prochain épisode d'éclairage. Au revoir.